Il est 20h en Coin à Bamenda 3e dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Bissaye. Good evening to you, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our lone headlines in sports, UMS of Loum are champions of Cameroon for the second time. They snatched the crown from Coton Sport of Garoua in a playoff championship match that took place at the Yaoundé Military Stadium this afternoon. Though the match ended 0-0, UMS of Loum will be representing Cameroon at the CAF Champions League, and equally Panther Dende emerged champions of the League 2 Championship, and the other representative of Cameroon will be known after the Cameroon Cup final. That was our lone headline. UMS de Loum, sacré champion du Cameroun pour la deuxième fois de son histoire. Les poulains de Laurent Diam ont enlevé le titre face à Coton Sport de Garoua cet après-midi. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, UMS de Loum, sacré champion 2019 du Cameroun, en tête des playoffs de la Ligue 1 de football et au coude à coude avec Coton Sport de Garoua, le détenteur du titre. Les poulains du coach Laurent Diam ont tenu en échec 0 but partout les cotonculteurs, s'arrogeant ainsi du titre. UMS de Loum occupe la première place avec 10 points, suivi de Coton Sport de Garoua, 9 points. S'agissant des compétitions africaines de football, le prochain représentant sera connu après la finale du Cameroun. Et en Ligue 2, les équipes qui accèdent en Ligue 1 sont connues. Panther du Ndé, champion, et Canon de Yaoundé et Bamboutos de Mbouda. Parlons à présent des obsèques de Martin Belinga Eboutou. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République a été porté en terre ce week-end à Nkilzok, dans la région du Sud. L'illustre disparu a été levé à la dignité des grands cordons du mérite camerounais. Le compte rendu de Emmanuel Diop et Gizogo. Martin Belinga Eboutou, l'ex-directeur du cabinet civil de la présidence de la République, repose désormais en Kilzok, son village natal, par Zoaitele dans le sud Cameroun. C'est la paroisse sanctuaire Saint-Jean-Paul II d'Nkilzok que le disparu avait érigé puis rétrocédé à l'église catholique qui a servi de cadre aux cérémonies relatives à ses obsèques. La messe pontificale célébrée par Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Saint-Mélima, s'est déroulée en présence de nombre de personnalités du Sérail, dont le représentant personnel du chef de l'État, Samuel Nvondoayolo, l'actuel directeur du cabinet civil de la présidence. Dans son homélie, Monseigneur Christophe Zoa a d'emblée évacué la polémique qui a entouré ses obsèques au sujet de la posture de l'Église catholique vis-à-vis du défunt, en reprécisant que tout chrétien baptisé dans la foi catholique a le droit d'être enterré selon le rite catholique romain. Venant au sens que doit donner le chrétien à la mort, il a déterminé sa signification. Réfléchir sur sa mort, c'est s'intéresser à notre sort après cette vie. Car pour nous chrétiens, l'existence de l'homme ne s'achève pas avec la fin de cette vie. En effet, après la mort, l'homme continue de vivre d'abord par son âme, ensuite avec le corps et l'âme après sa résurrection à la fin des temps. Traçant alors un parallèle avec les qualités du disparu, il a fixé en quoi est reconnaissable le bon chrétien dans ses actions. Une personne qui aime comme le Christ, si le Seigneur lui a donné quelques biens, cherche à relever le pauvre de sa condition. C'est de cette manière qu'il glorifie le Seigneur, parce que la gloire du Seigneur, c'est l'homme debout, comme dit saint Irénée de Lyon. Il a alors recommandé aux uns aux autres de travailler à préparer déjà leur mort de leur vivant. Ne vivons donc pas dans l'insouciance,
Réfléchissons sérieusement à la vie qui suit notre vie. Ainsi, lorsque notre heure arrivera, nous irons sans crainte à la rencontre du Seigneur. Pour l'ensemble des services rendus, Martin Belinga Eboutou a été élevé à la dignité de grand cordon du mérite camerounais. Parmi ceux qui ont connu le disparu, les souvenirs demeurent. Évidemment, on a des souvenirs. Je voudrais surtout retenir l'acharnement au travail. Je voudrais surtout retenir le goût des choses bien faites, toujours bien faites. Évidemment, à ce niveau, on ne pouvait que bien faire. Parce que lorsqu'il fallait préparer un voyage ou une cérémonie du chef de l'État, il fallait être parfait. Et Martin Belinga Eboutou y veillait particulièrement. Sa rigueur est même considérée comme la raison de leur réussite aujourd'hui. Il m'a véritablement forgé. Parce qu'à certains moments, d'aucuns pensaient qu'il était méchant, qu'il était très rude. Mais en fait, c'était pour faire de nous des hommes. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que grâce à lui, je suis ce que je suis. C'est dans la stricte intimité familiale que le disparu a rejoint la terre de ses ancêtres. Parlons à présent de toute autre chose. De nombreux projets peinent à être réalisés à Tombelle, dans la région du sud-ouest, du fait de la crise anglophone. Le climat délétère qui y prévaut a entraîné de nombreuses pertes financières. Le constat a été fait au cours du conseil municipal de la commune de Tombelle. Jacqueline Molan et Kedjara. Le fonctionnement des municipalités de la zone anglophone est paralysé par la crise. C'est du moins le constat fait par les conseillers municipaux de la ville de Tombelle au cours de leur conseil municipal. Les projets qu'on avait fait, on avait proposé, on n'a pas pu réaliser tout. Nous sommes dans une zone là où il y a la crise politique. C'est ça qui nous est vraiment bloqué. Nous prions que l'État fait quelque chose, comme on dit qu'il y a le dialogue. Il faut qu'on accélère le dialogue. À l'instar des autres villes situées dans les deux régions en crise, Tombelle avance désormais à reculons. Même le commerce, qui était une évidence hier, est aujourd'hui extrêmement risqué. Un état de choses qui a un impact négatif sur les recettes municipales, qui de toutes les façons ne peuvent pas être normalement perçues dans le contexte actuel. Pour l'instant, nous avons un problème sérieux avec la collecte des revenus locaux. Puisqu'il n'y a pas la sécurité dans les marchés, on ne peut pas avoir les recettes parce que ce n'est pas possible d'aller là-bas tant que la situation n'est pas encore normale. Rajoutez à cela l'impossible applicabilité des projets et des marchés qui désormais croupissent au fond des tiroirs. Il y a cet aspect des projets, d'implémentation des projets. Il y a des crédits, il y a même des contrats qui ont été signés par certains prestataires, mais en fin de compte, qui n'ont pas encore été réalisés parce qu'il y a la question de sécurité. Pour les riverains et les investisseurs, reste désormais plus qu'à espérer la fin des tensions et le retour à la paix pour une stabilisation de leur économie et par la même occasion de leur vie. Près d'une centaine de jeunes réfugiés dans la ville de Bertoua, dans la région de l'Est, viennent de bénéficier d'un projet d'appui visant à améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur insertion sociale. Le compte rendu de Emmanuel Diop et Guizogo. Comment arriver à faire sortir les jeunes réfugiés de la logique de l'assistanat et des dons permanents qui en découlent? La réponse à cette question vient de se décliner en l'appui à l'insertion des jeunes réfugiés à Bertoua, à l'est du Cameroun. Il était question non seulement de reformer un peu leur esprit, leur mental, mais de leur permettre de savoir qu'ils peuvent vivre au Cameroun avec les autres. Non seulement les réfugiés,
mais aussi les jeunes hôtes, les jeunes qui habitent la localité, parce que de toutes les façons, quand ils arrivent, c'est ces gens-là qui les accueillent. Au regard de l'approche formulée, les jeunes réfugiés n'ont pas manqué de suivre cette initiative. Au départ, nous comptions encadrer 50 jeunes réfugiés et hôtes de la localité. Mais à la fin, nous nous retrouvons d'avoir encadré 116. Il a également été question de favoriser une meilleure compréhension de la situation des réfugiés par les populations hôtes. Nous avons également pu sensibiliser les jeunes de la localité. Nous avons été dans des lycées, dans les collèges et nous avons parlé aux jeunes, les mettant ensemble avec les réfugiés pour qu'ils puissent comprendre que ce sont aussi des êtres humains qui n'ont pas choisi de se retrouver au Cameroun ou dans la situation critique dans laquelle se trouvent. Avec la crise anglophone, dont les conséquences n'épargnent plus aucune région, les déplacés internes issus du nord-ouest et du sud-ouest ont aussi pu bénéficier des actions menées dans la région de l'Est, notamment dans les établissements scolaires. En définitive, il aura été question de doter les jeunes réfugiés d'un métier et des revenus permanents, plutôt que de les voir être réduits à dépendre de l'aide indéfiniment. La médecine traditionnelle peut-elle rivaliser d'adresse avec la médecine conventionnelle? Des tradipatriciens réunis à Douala réfléchissent sur les voies et moyens pour promouvoir un savoir-faire basé sur les plantes et la spiritualité. L'objectif visé est de faire face aux nombreux défis de santé du millénaire. Les précisions de Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Reconnue d'utilité publique en 2013 par le ministère de la Santé, la médecine traditionnelle se pose depuis lors en alternative à la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle, c'est la mère de la médecine. Ça veut dire qu'il n'y a aucune médecine au-dessus de la mer. La mer, c'est là où tout a commencé. De l'avis de ses pratiquants, la médecine traditionnelle a fait ses preuves, sauvant même de la mort des malades désespérés. Les malades, quand ils veulent venir vers nous, c'est parce qu'on les a déjà chassés dans des hôpitaux. Ils sont classés incurables, condamnés à mort. C'est là qu'ils viennent vers nous. Et si le ministère de la Santé reconnaît notre valeur, c'est parce qu'ils ont vu de leurs yeux ce que nous faisons. Au regard de ces résultats, la médecine traditionnelle veut plus que jamais reconquérir sa place d'avant l'arrivée de la colonisation et la médecine occidentale. Mais notre combat, comme je disais tantôt, c'est d'amener tous les Africains à changer et à croire à leur propre médecine, parce que c'est à partir de là que l'Afrique sera debout. Dans un contexte dominé par une consommation abusive des produits à base chimique importés, source de l'explosion des cancers et AVC autrefois rares en Afrique, l'heure est venue pour un retour à la nature, soutiennent les tradipraticiens de la santé. En amenant tout le monde, sans exception, à la connaissance des plantes, je pense que nous prendrons le dessus de toute la médecine parce qu'elle est salutaire pour tous. À l'exemple de nombreuses corporations, le secteur de la médecine traditionnelle est aussi infesté d'imposteurs et charlatans qui ternissent l'image de marque de la médecine traditionnelle et la pharmacopée africaine. Faisons des efforts déjà pour éloigner tous ceux qui ne sont pas capables de faire des choses appréciables. Parce que la chasse du gain pour certains peut nous créer des problèmes. L'Association nationale des tradipraticiens de la santé a donc du pain sur la planche pour se faire une place au soleil dans le concert de la médecine tout court. En santé, 32 millions d'enfants naissent avec une déficience auditive et permanente et la grande majorité vient de l'Afrique subsaharienne. Une campagne de dépistage des pathologies vient de se tenir à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, ici même à Douala. Flavien Valondongo et Warren Zede. Des parents et leur progéniture, assis au hall de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala. C'est pour répondre à l'appel de la santé auditive de leurs enfants. Comme disait Emmanuel Kant, un homme qui ne voit pas est coupé du monde, un homme qui n'entend pas est coupé des hommes. Effectivement, il y a un impact au niveau de la communication lorsqu'un enfant présente une surdité profonde. Nous dépistons les enfants de 0 à 10 ans. Et nous le faisons chez les enfants tôt. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une prise en charge adéquate, il faut que le dépistage se fasse tôt. Les spécialistes de la santé qui sont à la manœuvre pensent que les troubles de l'audition constatés chez le tout-petit à la naissance ont des causes multiples. Les enfants qui ont souffert d'asphyxie à la naissance, les enfants dont les mères ont été porteuses durant leur grossesse de toxoplasmose, elles ont fait de la rubéole, des infections herpétiques, ces enfants ont plus de risques de naître sourds. Les enfants qui naissent et qui ont un ictère nucléaire, les enfants dont l'accouchement a été difficile, il y a eu un traumatisme. Lors de la campagne de dépistage des pathologies,
Il a été révélé que l'Afrique subsaharienne regorge le plus grand nombre d'enfants souffrant des maladies auditives. Les chiffres sont importants chez nous. 32 millions d'enfants naissent avec une déficience auditive permanente. Sur ces 32 millions d'enfants, la grande majorité viennent des pays d'Afrique subsaharienne. La preuve, sur la moyenne de 40 enfants consultés et âgés entre 0 et 10 ans, 3 sont épargnés des troubles auditifs. Nous avons à peine eu 3 enfants qui présentaient une audition normale sur un total de 40 malades vus. Le reste des enfants présentaient des troubles de l'audition allant d'un trouble moyen à un trouble profond. Pour des médecins, les pathologies auditives sont celles que l'on constate le plus chez les adolescents dès leur naissance. Les consultations précoces restent le seul moyen de réduction du phénomène chez les nouveau-nés. Dans la Minute Sport de ce journal, la phase finale de la 8e Coupe du Monde de football féminin se joue en France depuis vendredi dernier. Les Lions indomptables du Cameroun font leur entrée demain lundi à Montpellier contre le Canada. À quelques heures de ce match, la situation d'une Lionne continue de susciter polémiques et interrogations. Il s'agit de l'attaquante Gaëlle Nganamut. Sans club et en méforme, elle donne l'impression de s'être préparée en coulisses pour surprendre pendant cette Coupe du Monde. Nana Paul Sabin nous en dit davantage. Avec une nouvelle coiffure, un nouveau regard, un nouveau maillot, Gaëlle Nganamut a changé complètement de look. À la faveur de la Coupe du Monde France 2019, le Ballon d'Or africain 2015 veut renaître de ses cendres. Depuis 3 ans, la meilleure buteuse de l'histoire du Cameroun en Coupe du Monde aligne des contre-performances tant en club qu'en sélection nationale. Protégé et choyé, le célèbre dossard 17 des Lions indomptables sera sans aucun doute la surprise du coach en chef de la sélection camerounaise. La balle est désormais dans son camp pour démontrer qu'elle n'est pas finie. Dans l'ensemble, le Cameroun compte sur l'expérience de ses joueuses pour briller à cette 8e Coupe du Monde. L'on retrouve dans la tanière plus de la moitié des cadres qui avaient porté le drapeau vert ou jaune en 8e de finale il y a 4 ans au Canada. Les Lions indomptables n'étaient pas favorites, tout comme aujourd'hui, elles rencontrent respectivement au premier tour le Canada, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Des adversaires mieux cotés à la bourse des valeurs FIFA. L'âge des Lions, qui ont un peu vieilli, pourrait aussi constituer un véritable handicap pour l'équipe du Cameroun. Nonobstant ces éléments défavorables, la capitaine Christy Mani et ses coéquipières croient dur comme fer qu'elles franchiront au moins le premier tour. C'est tout le mal qu'on les souhaite. Et les Lions indomptables en stage en Espagne depuis plusieurs jours ont joué cet après-midi en amical contre la sélection zambienne de football. Victoire des Lions indomptables, 2-1. C'est le premier match amical des Lions, il faut le préciser, avant de mettre le cap sur Ismaïla en Égypte, ville du Cameroun, pour la CAN 2019. Et c'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous. Innocent Nazer, good evening. Merci Julienne, une fois de plus, bonsoir à vous and to you viewers once more. Good evening, thanks for staying with us. UMS of Loom, we begin in sports. UMS of Loom are 2019 champions of Cameroon for the second time. They grabbed the additional feather after the playoff championship game of the Professional League One Championship today at the Yaoundé Military Stadium against Coton Sport of Garoua. They emerged leaders of victors in the game that ended 0-0. It maintains UMS of Loom first on the classification table with 10 points. Coton Sport of Garoua, that missed a victory to Leeds, comes second with 9 points. UMS of Loom will represent Cameroon at the CAF Champions League. Cameroon's second representative shall be known after the Cameroon Cup final. And meantime, Panther of Ndé are champions of the League 2 Champions League. And Panther, Kanong of Yaoundé, and Bambutos of Buda will all ascend to the Professional League 1.
And still in sports, the indomitable Lions of Cameroon have won their very first friendly match today in Spain against Zambia. The match ended 2-1, and these and other matches are to prepare the national football team ahead of the 2019 Africa Nations Cup. On to something else, we're taking you now to Tombel, where development objectives are far from being realized in Tombel by municipal council authorities. To them, the Anglophone crisis, which has transformed into an armed conflict, has paralyzed or crippled the sources of income generation for the development of the municipality. They were reacting recently in a council session, as Fomi Armstrong reports. Activities of municipal councils in the conflict-hit northwest and southwest regions remain paralyzed as the Anglophone crisis deepens further. This same problem was raised by municipal councillors of the Tombel Council in the Kupeng Maninguba Division, southwest region of Cameroon, during a municipal council session. Most of the projects which we have earmarked, the council have earmarked, we are unable to realize them due to the crisis which is in our municipality. Like other towns and cities in Anglophone Cameroon, the development of Tombel has taken a backward march. Trade in agricultural produce, which was the backbone of the economy of Tombel, has also been paralyzed. With an almost dead economy, the financial strength of Tombel Council has been reduced to near nothing. Councillors say the insecurity that reigns in most markets and villages makes council revenue collection impossible. They also complain of the poor implementation of council projects due to insecurity. Representative of the head of state, he should take our own worries that our division is like all of the Northwest and Southwest is in trouble. It's affecting the council, and like the SDO said, we are not able to collect revenue. We know there is the sensitization going on. We know that there are hopes that peace will come up. But we know that only one person has the key, the yam and the knife, to decide on what to do. And that is our head of state, who we know you represent. The council now only functions thanks to the little funds from the decentralization process in Cameroon. That the state support in terms of decentralization is a strong booster to the councils, and that's why we're able to realize more. So we know if more comes, the more it's decentralized, the more activities the council is going to carry out. So thank you very much. Councillors in Tombel say their only hope is in a dialogue that can end the crisis in the northwest and southwest regions. And what we are praying that the government should do something by bringing in accelerating dialogue, so that all the forces should be included in the dialogue for peace to be in our municipality. Because without peace, there can be no development. Everybody, let him release those people who are his own children, who are his own people who are in the prison. He declared a total amnesty on those people who are in the prison, so that the people too can also be on board for peaceful dialogue. As the crisis deepens further and a solution yet to come, the fear of the people of Tombel is for a complete collapse of their municipality in its social, political and economic domains. And now we tell you how women remain the backbone of the society and equally good managers back home, but with the numerous duties they have. How do they organize themselves to ensure that their daily duties are effectuated and on time? Immaculate Fogwe attempts an answer. Managing your time as a housewife and equally playing the role of a working class lady could at times be very strenuous.
It is this context that some persons in our local markets have engaged themselves in time-saving activities for those housewives in order for them to meet up with their daily activities. Most housewives don't have the time to go to the poultry. This is because the time they will have to waste to pluck off the feathers and carry out the cleaning process has been made easy by us. That is why we have engaged ourselves in the activity so as to facilitate work. The cleaning process could also be witnessed in other food items like garlics, Irish potatoes, fresh fish, cassava, and okra. Those engaged in the activity explain that they are able to generate income from it. Tout dépend des jours. It depends on the different days. Sometimes I can make 5,000 a day, but during the festive season, I can make 20,000 a day. The price at which the chicken is sold to us at the poultry enables us to make profit. We buy our chicken from the poultry for 2,400 francs, and after doing all the cleaning, we sell at 2,500 francs. They equally explain that the high rate of purchase by the women and men is what encourages them in the business. If our customers are both men and women, if our products were not being bought, then we would have abandoned the business. It is from this activity that some persons live on and are able to make income that is used to take care of the family. Environmentalists are worried about the toxic gases emitted in the atmosphere as a result of the recent fire incident at the oil refinery Sonarwa, and on the sidelines of the World Environment Day 2019, the Southwest Regional Delegate of the Environment sensitized the population of Limbe not to consume rainwater, noting that it is acidic, and present during the launch was equally the Minister of the Environment, Hele Pierre. More with Derek Jato. The Southwest Regional Delegation of Environment, Nature Protection and Sustainable Development started the commemoration of the 2019 World Environment Day from the seaside resort town of Limbe. This town was recently hit by a disturbing fire incident at the National Oil Refinery. An expert said the toxic emitted to the atmosphere has polluted the environment, and which is having a direct health hazard, especially on the population of this town. From palaces to market, street to homes, this team from the Southwest Regional Delegation of Environment embarked on a health rescue sensitization tour. You know of the incident that happened, of recent, and we're out to sensitize the community of what they should do, because we have, for example, sulfur dioxide. When it's released, if it mixes with rainwater, it leads to acid rain, which is actually harsh on our skin, which is it's going to affect even our plants and our crops in the long run. So we told the people as of now, maybe they should stay away from using rainwater in bathing, using it, for their local chores. They should try as much as possible. Running water is preferable, or tap water as of now until further notice. And also present in Limbe was Minister Hele Pierre of the Environment. The Environment Minister met with the sensitization team, during which Mr. Seth Ekwatisombe, Southwest Regional Delegate for Environment, Nature Protection and Sustainable Development, briefed his minister on the activities and why the emphasis on Limbe. Back in Boya, the Operation Pollution Free campaign introduced the cooking bag, which is 100% eco-friendly and very economical. Environmentalists say the cooking bag is one of the weapons to fight global warming and climate change. And now the standardization of herbal medicine in Cameroon is yet to be tackled hitch-free. The sector is said to have been infiltrated by charlatans, tarnishing the image of these practitioners. To this effect, the concerned met recently in Douala to resolve the situation. More in this report compiled by Hemin Eluga.
Cameroon has about 90% of the African ecosystem with a diversity of flora and fauna. The rich biological diversity is then associated with the diversity of the ethnic groups in which the practitioners complain of charlatans. That same thing which is occurring with us. Even you go to the doctors there and the hospital, there are fake guys that come there selling drugs, selling certain type of products that they cannot really imagine that they are bringing harm. So, the standardization of traditional medicine in Cameroon is just like what the Europeans brought. We got broken because we got our standard of life. Now then, we got rejected into a second position, such a way that our habits, our way of doing things have changed. While some say in Cameroon it is the advent of economic crisis in the late 1980s which has created a shift towards the consumption of medicinal plants as an increasing practice in herbal medicine, the sector still has questionable aspects, amongst which we find spirituality. That's what I say. You say I've said period, time and movement. The big difference is that they force us to believe in their own belief without taking part of our own situation today. We have to change our mind. In order to integrate into the national healthcare system of Cameroon, the World Health Organization, in collaboration with the Cameroon government, we would recall, put in place earlier strategic roadmap to screen and disperse effective results from the traditional practitioners who are systematically gaining ground in the country. And that reports by Hemin Heluga crowns this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Julien Berf-Bissay, bonne soirée à vous aussi. Très bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.